Nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est aller dénicher des sociétés, soit qui sont pas identifiées par nos concurrents, soit qui sont pas dans les indices, soit qui sont pas suivies. Est-ce qu'on dormirait tranquille si jamais on avait 100% du capital de cette société? Donc on a la valorisation qui est sur des niveaux attractifs, on a la croissance des résultats qui est toujours bien orientée, et on a un contexte macro qui est définitivement plus favorable qu'il y a quelques mois. Salut Alban, salut Hugo. Donc ce matin, grâce à votre présence, on va parler des small et mid cap. Faut savoir que vous êtes un duo qui est en place maintenant depuis 2 ans et demi et vous gérez le fonds Sycomore Sélection Mid Cap. Peut-être un mot sur le timing des small et mid cap. Quand on regarde sur les 5 dernières années, il y a eu 4 années de sous-performance des small et mid cap. Est-ce que cette année, c'est le bon moment pour investir? Qu'est-ce qui fait que ces small et mid cap ont sous-performé au cours de ces dernières années? Alors nous sommes vraiment convaincus effectivement que c'est le moment d'y aller. C'est vrai que c'est une classe d'actifs qui a tendance à surperformer sur le long terme, les large cap, et c'est assez logique. Une société, quand elle ouvre un nouveau marché, quand elle crée un nouveau produit, bah forcément l'accélération de la croissance elle est beaucoup plus forte que sur une société déjà très installée, très multinationale. Et aussi, c'est des sociétés qui sont souvent familiales, bien gérées, avec une optique long terme. Donc, ça explique pourquoi il y a cette surperformance structurelle. Mais c'est vrai que depuis 5 ans, on est sur un contexte assez difficile pour les small et mid cap pour plusieurs raisons. Il y a d'abord eu des flux qui étaient orientés négativement sur 2018-2019 et qui sont toujours pas revenus dans une dynamique très positive. Et puis, il y a évidemment eu le contexte de la guerre en Ukraine qui a été assez défavorable avec notamment la composante industrielle qui est très importante dans les indices small et mid cap, qui a souffert de la crise énergétique notamment. On sent vraiment qu'on est arrivé à un point de basculement, et notamment avec les banques centrales, la hausse des taux, on est vraiment sur un point de pivot des banques centrales qui devrait aussi être assez favorable, voire très favorable à cette classe d'actifs. Donc on pense qu'il y a un rattrapage important pour les small et mid cap, et on espère qu'il va se matérialiser sur 2023. Bah, c'est vrai qu'on a pas mal d'éléments qui nous rendent positifs. On a la valorisation qui est sur des niveaux attractifs. On a la croissance des résultats qui est toujours bien orientée. Et on a un contexte macro qui est définitivement plus favorable qu'il y a quelques mois. Donc tout ça fait que voilà, sur cette année 2023, à ce stade, on reste très optimiste sur les small caps. Et Ok. dernier point, il y a également Ouais. les OPA. C'est vrai qu'on sait que les grosses sociétés se sont pas mal désendettées finalement pendant la crise du Covid, ont les moyens de passer à l'action, et c'est peut-être maintenant ou jamais qu'il faut qu'elles agissent parce qu'avec ce contexte de hausse des taux d'intérêt, on a vu d'ailleurs dans le portefeuille récemment Somfy avec la famille des Patures qui sort de bourse, et donc on bénéficie de primes parfois conséquentes sur ces opérations. Ok. On dit souvent que c'est quand tout le monde vend qu'il faut acheter. Je regardais tout à l'heure le portefeuille que vous gérez. Il y a beaucoup de valeurs sur un an et demi qui sont en baisse de 30, 40, 50%. C'est des baisses énormes. Quand vous regardez ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites en regardant ces lignes euh, en termes de potentiel, en termes de est-ce qu'on a fait une erreur? Comment est-ce que vous gérez ça? Alors déjà, l'idée, c'est pas de se dire, enfin, pour moi, je me dis pas, tiens, elle a baissé de 50, enfin, j'ai acheté cette valeur, il faut absolument la conserver. Je pense qu'il faut se mettre dans un état d'esprit où, voilà, on analyse l'actuel et Mhm. basé sur ça, on prend une décision. Mais l'idée, c'est pas de conserver parce qu'on pensait il y a quelques mois que c'était une bonne opportunité et de pas se remettre en question. Je pense qu'il faut vraiment avoir ce schéma-là en tête et du coup, après, voilà, reprendre la situation actuelle et tenir compte voilà, de la valorisation, des perspectives de croissance et se servir aussi des erreurs qu'on a fait dans le passé pour s'améliorer toujours sur les prochaines opérations. C'est vrai, et aussi ces fortes baisses qu'on a pu observer sur le marché nous laissent des points d'entrée sur des dossiers très intéressants qu'on regardait depuis un moment, qu'on n'a jamais pu investir pour des raisons de valorisation. Quelques exemples comme Nemetschek ou Puma, qui sont maintenant des lignes dans le portefeuille, euh, avec des fondamentaux très solides et maintenant à des niveaux de valorisation qui sont beaucoup plus raisonnables. J'ai un parcours assez atypique, parce que j'ai eu une première vie en tant que sportif de haut niveau, en patinage artistique. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de gérer l'après-carrière pour un sportif de haut niveau. Et moi, j'ai eu la chance
trouvé une nouvelle passion avec la gestion. Et c'est vrai que dans la gestion de fonds, finalement, on retrouve pas mal de traits en commun avec le parcours d'un sportif de haut niveau. Mhm. La rigueur, évidemment, la recherche de la performance en permanence, le besoin de finalement relativiser les succès comme les échecs. Et donc voilà, je m'épanouis dans ce métier depuis 2011 maintenant chez Sycomore, où j'ai d'abord démarré en tant que analyste ESG. Donc c'est vrai que j'avais développé une sensibilité au développement durable déjà au sein de l'ESCP durant mon cursus universitaire. Et puis ensuite, donc, en intégrant Sycomore. Et ensuite, j'ai commencé à co-gérer des fonds, donc à la fois sur les small et mid cap avec Hugo depuis 2020, et puis donc sur la transition écologique et énergétique avec les fonds thématiques environnementales. Alors moi j'ai eu un parcours un peu plus classique. Je viens d'un tout petit village dans le sud de la France qui produit les premières cerises de France. Ok. Et d'ailleurs mon grand-père était producteur de cerises. Et du coup il y a eu un chemin avant d'arriver à Paris assez long. Je suis passé par Toulouse. J'ai fait des écoles de commerce. Et pendant ce parcours j'ai fait pas mal de stages. En fait, ça c'était l'avantage de ce parcours-là, c'est que vraiment j'ai pu toucher à beaucoup de sujets un peu différents. Et le dernier stage a été dans la gestion d'actifs, et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ça qui me passionne, et j'ai voulu rester sur ce créneau-là. Et j'ai commencé dans une petite boutique qui était spécialisée sur les small et mid cap. Et ensuite, j'ai enchaîné sur deux expériences, un chez un assureur et l'autre chez une petite société de gestion entrepreneuriale aussi spécialisée sur les SMID. Et j'ai évolué vraiment d'assistant gérant à analyste et ensuite à gérant. Et la dernière chose que j'ai pu faire avant d'arriver chez Sycomore, c'était lancer une gamme de fonds sur la transition environnementale. Et c'est là que j'ai voulu aussi, on va dire, me perfectionner sur la partie extra-financière. Et je me suis dit que Sycomore et avec Alban, on allait faire une bonne équipe sur les SMI. Donc, Donc, background très très riche pour tous les deux. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que vous investissez dans les small et mid cap, avec une longue expérience. De l'extérieur, on se dit, bah, la small et mid cap, la small cap, c'est une valeur qui peut doubler, mais bon, qui peut aussi, dans l'autre sens, perdre énormément de sa valeur. Comment vous faites tous les deux pour intégrer tout ça dans un portefeuille qui peut être investi par des clients, des institutionnels, des privés? Euh, on voit toujours l'upside de la small cap, pas forcément la downside. Dites-nous un petit peu quelle est votre formule magique. Alors déjà, l'avantage aussi avec les small et mid cap, c'est qu'on comprend vraiment dans quoi on investit. Autant des fois dans certains conglomérats, bah, il y a plein d'activités, c'est pas très lisible. Alors que là, on sait vraiment qui on accompagne, hein, quel top management on accompagne. On comprend très rapidement la stratégie, ce qu'ils veulent faire de leur boîte. Et donc, ça donne vraiment beaucoup de lisibilité. Et ensuite, effectivement, il y a des très beaux parcours chez les small et mid cap. Bien sûr qu'on vise des sociétés qui doublent, qui triplent de taille, mais on essaye aussi d'avoir une approche évidemment prudente parce qu'on sait qu'il y a du risque. Donc c'est important pour nous finalement à chaque fois qu'on investit dans une société de se poser la question, est-ce qu'on dormirait tranquille si jamais on avait 100% du capital de cette société? Est-ce qu'on n'est pas sur une société qui prend trop de risques avec un management un peu arrogant, un peu prétentieux, avec des ambitions un peu irréalistes? Donc, on aime aussi investir dans des sociétés qui créent de la valeur de manière durable dans le temps, avec un parcours linéaire mais vers le haut. Des sociétés comme des logistiques, par exemple, Trigano, qui, voilà, dans la durée, on fait preuve d'une grande résilience, d'une grande qualité, et sont capables de performer dans la durée, voilà, sans doubler forcément chaque année, mais en progressant dans le temps de manière assez linéaire. Ok. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué chez Sycomore, et c'est la marque de fabrique non seulement de la maison, mais aussi de la gestion small et mid cap, c'est la rencontre des managers. Vous allez rencontrer des entreprises, des CEO, des CFO, des IR, des employés normaux aussi, donc, que vous interviewez. Quand vous allez voir ces entreprises, qu'est-ce qui vous titille? Qu'est-ce que vous aimez voir? Qu'est-ce que vous n'aimez pas voir? Qu'est-ce qui vous donne des indications sur, OK, cette société, je vais la rentrer en portefeuille, ou c'est là, je vais rester un petit peu à l'écart. Alors c'est vrai que la rencontre société, elle est vraiment clé, hein. Clairement, Ouais. on rencontre plusieurs sociétés tous les jours. On va faire des visites de sites aussi. Ça nous permet vraiment de mettre les mains dans le cambouis et de voir sur place comment ça se passe, comment ça se déroule, quelle est la culture d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et il y a beaucoup de choses hein, qu'on regarde, mais d'abord, Hugo le disait tout à l'heure, c'est le positionnement sur des thématiques durables. Ça, c'est vraiment clé. Est-ce que la société répond à des besoins structurels, des enjeux de demain et d'aujourd'hui d'ailleurs, et donc à des
des réservoirs de croissance grâce à ce positionnement, qu'il soit environnemental ou sociétal, vertueux. Donc ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et puis, on aime les sociétés qui ont un bon track record avec un management qui a réussi à exécuter dans le temps, à tenir les promesses. Donc là aussi, ça nous permet d'être plus à l'aise quand on investit dans une société dont on sait qu'elle a tendance à délivrer les attentes. Tu as des exemples de thèmes durables qui vraiment vous portent à cœur? Alors évidemment, la transition écologique énergétique, on est très très conscient de ces enjeux. C'est plus que durable. On est qu'au début de cette transition écologique énergétique, donc des sociétés qui sont bien positionnées sur ces enjeux forcément vont bénéficier de boulevards de croissance à très long terme. Évidemment, on pense d'abord aux développeurs d'énergie renouvelable, mais il faut aller parfois un peu sortir des sentiers battus, justement. On sait qu'il y a des besoins qui sont très multiples, ne serait-ce que dans les infrastructures énergétiques, donc des câbliers comme Nexans. Voilà, l'histoire est peut-être un peu moins sexy, on va dire, qu'un pur développeur d'énergie renouvelable, mais là aussi, il y a des très forts besoins sur les matières premières, avec le cuivre comme Aurubis, comme Befesa. On a vraiment des très très belles histoires à long terme. Donc la thématique environnementale, transition écologique est un thème important. Et puis évidemment, il y a des enjeux sociétaux, la santé, le bien-être, etc., qui sont importants également. C'est vrai que en fait l'idée c'est comme tu disais d'aller chercher un petit peu des créneaux que tout le monde ne voit pas forcément. Donc nous ce qu'on aime bien aussi c'est aller dénicher des sociétés soit qui sont pas identifiées par nos concurrents, soit qui sont pas dans les indices, soit qui sont pas suivies. Donc là c'est vraiment notre valeur ajoutée d'aller un petit peu sur voilà, essayer d'aller dénicher cette pépite. Je pense que ce qui est important, et Alban le disait aussi, c'est d'aller vraiment challenger, d'essayer d'aller cerner la personnalité des patrons, parce que là aussi, ça va clairement se voir dans la stratégie derrière. Voilà, est-ce qu'il va plutôt prendre telle ou telle décision, et bien sûr, c'est donner du sens à l'investissement. Et je pense que toutes les valeurs dans lesquelles on investit doivent avoir la capacité de mettre leur pierre à l'édifice pour un monde plus durable. Ou alors, il faut qu'on ait identifié dans ces sociétés des axes d'amélioration vers lesquels on va pouvoir les orienter. Ok. Ce qui est bien vraiment dans ces visites, c'est d'aller se rendre compte du niveau de technicité des produits et d'unicité, parce que c'est que comme ça en fait qu'on peut se rendre compte que la société a une valeur ajoutée particulière, ou des produits vraiment qui sortent un petit peu du lot sans les voir, et en ayant que sur du papier des présentations. C'est vrai qu'on a peut-être du mal à se rendre compte, et en allant vraiment sur les sites, rencontrer à la fois les employés et les managers, on voit si tout est cohérent, on voit le rendu sur le produit fini, on voit les machines qui sont utilisées, le process qui est utilisé, et c'est vrai que tout ça, ça nous donne pas mal d'indications sur voilà, le positionnement de la société et son potentiel futur. Donc pour rappel, Sycomore Sélection Midcap, qui est un fonds que vous gérez maintenant depuis 2 ans et demi, qui va atteindre ses 3 ans de track record avec de très belles performances depuis son arrivée en absolu contre son indice de référence. C'est sûr que c'était une période un peu difficile pour les marchés et l'action de la zone euro, mais peut-être un bon moment justement pour regarder le fonds. C'est un fonds qui est labellisé ISR en France, qui est enregistré dans plusieurs pays en Europe, et donc qui porte un peu les couleurs small et mid cap de Sycomore en 2023. Merci pour votre temps à tous les deux, et puis à très bientôt, j'espère, pour un point d'étape sur les small et mid cap en Europe. Merci. Merci. Merci.